Donc, la première va porter sur les parasitoses digestives chez l'enfant. Donc, dans le cadre de l'enseignement du module de pathologie infectieuse DS de pédiatrie. Ensuite, nous verrons deux présentations. L'une qui portera sur les mycoses digestives et pulmonaires chez l'enfant. Et enfin, nous parlerons de la mélange urinaire chez l'enfant. Alors, cette première présentation porte sur les parasitoses digestives de l'enfant qui, vous savez, sont très fréquentes chez l'enfant et dans la population mondiale qui est touchée. Les enfants représentent la part la plus importante du fait, bien sûr, de leur statut immunologique qui est parfois très précaire, mais surtout également du fait des conditions dans lesquelles ces enfants sont et du manque d'hygiène qu'on peut observer chez ces enfants. Alors, ce sont les pathologies qui sont responsables de troubles, donc de manifestations cliniques, qui sont plus ou moins diversifiées et variées, mais qui très souvent sont identiques en fonction des parasites qui sont responsables de cela. Et parmi les principaux signes qu'on peut observer, on peut rencontrer donc des troubles gastro-intestinaux. Et la conséquence peut être un retard de croissance qu'on peut observer chez ces enfants-là. Ce sont donc la malnutrition peut constituer le profil du lit, une malnutrition ou un retard de croissance chez ces enfants. Alors, il va y avoir donc souvent des troubles du transit intestinal et vous pouvez deviner le symptôme le plus fréquent qu'on pourra observer va être souvent la diarrhée, donc, qui constitue souvent la porte d'entrée dans cela. Alors, pour une bonne prise en charge de ces pathologies, donc il faut un diagnostic étiologique tout simplement parce que c'est des groupes de parasites et les traitements ne sont pas identiques. Donc, certains vont avoir des traitements identiques, mais d'autres vont avoir un traitement différent. Ce qui fait que donc, le diagnostic doit être posé. Ce diagnostic, il est orienté par la clinique, parce qu'il n'y a pas de signes pathognomoniques, donc c'est des signes qu'on peut observer sur différentes infections, mais c'est surtout la biologie qui va permettre de faire le diagnostic de certitude et donc permettre la prise en charge thérapeutique adéquate. Alors, ces parasites peuvent être regroupés en deux grands groupes. Vous avez le groupe des protozoaires et vous avez le groupe des métazoaires. Dans le groupe des protozoaires, on a un premier sous-groupe qui est constitué par les parasites qui appartiennent au phylum des Apicomplexa. Donc, c'est des parasites qui ont au niveau de leur... c'est des parasites d'abord unicellulaires, les protozoaires, et qui présentent au sein d'un des pôles du parasite, ce qu'on appelle un complexe apical. Et ce complexe apical va permettre aux parasites de pouvoir pénétrer à l'intérieur des cellules des organes qui sont touchés. Et la plupart de ces parasites, pas dire la totalité, sont des parasites qui sont intracellulaires stricts. Et donc, ils ont besoin de ce complexe apical pour pouvoir pénétrer à l'intérieur des cellules qui les hébergent. Le deuxième sous-groupe, c'est le groupe qui appartient au phylum des Sarcomastigophora. Donc, ce sont des parasites qui se déplacent soit en émanant pseudo-médication à la surface de leur cytoplasme, ou qui se déplacent en utilisant des flagelles qui peuvent être uniques ou bien multiples. Alors, dans ce groupe, vous avez donc les amibes, toutes les amibes. Vous avez également Giardia intestinalis, qui est un parasite très fréquent. Vous avez Trichomonas intestinalis et vous avez également Balantidium coli. Alors que dans le groupe des Apicomplexa, vous avez des coccidies, donc, qui sont au nombre de 4, et vous avez également des microsporidis, donc qui peuvent être responsables de cela. Alors, les microsporidis, il faut souvent un peu nuancer parce que de plus en plus maintenant, on les classe dans le groupe des champignons. Tout simplement, des études ultrasonographiques sur la membrane a montré la présence de certaines structures au sein de cette membrane qui sont spécifiques aux champignons. Donc maintenant, de plus en plus, on les classe dans le domaine des champignons et on les classe. Le deuxième groupe, c'est le groupe des métazoaires, des parasites plus ou moins différenciés, avec plusieurs cellules, et qui présentent parfois une différenciation très, très, très nette. On peut avoir des parasites qui ont au niveau digestif une bouche, un œsophage, un intestin et un anus.
Et sur le plan sexuel, il faut avoir donc une différenciation sexuelle avec des mâles et des femelles. Des mâles qui vont comporter donc tous les organes génitaux chez le mâle, donc les testicules, les canaux déférents et des spicules copulatoires. Et chez les femelles, on peut observer la présence de muscles sur le vagin et d'une bulle. Donc, de métagères, on appelle les nématelments, donc avec comme parasites l'ascaris, également les oxyures, les tripocéphales, les ankylostomes ou bien les anguillules, qui sont des vers ronds. Et à côté, vous avez des vers plats comme une feuille. Donc, vous avez les ténias, qui sont les plus connus. Vous avez également les schistosomiases, donc les schistosomes, donc pour la valeur. Vous avez également des dystomatoses, des douves, donc qui sont des vers plats également, et qui sont responsables d'infections surtout chez l'enfant. Donc, ce sont les deux grands groupes avec 4 sous-groupes, donc qui constituent donc ces parasites qui peuvent coloniser le tube digestif de l'enfant et être responsables de pathologies d'infection. Selon l'OMS, ces parasites constituent donc des problèmes de santé publique dans la plupart des pays, donc de moins en moins dans le pays au Sénégal, mais en tout cas dans d'autres pays, ailleurs, donc on peut observer donc des prévalences qui sont très élevées, et qui fait que donc les taux de morbidité et de mortalité chez les enfants ces taux sont très élevés, avec bien sûr des répercussions sur le plan de la population, sur le plan socio-économique et sur également le développement psychomoteur de ces enfants. Alors, dans ces pays où ces pathologies sont endémiques, souvent c'est dû aux conditions géoclimatiques qui sont favorables au développement de ces parasites, et en particulier donc la température et l'humidité, qui vont favoriser un peu la persistance, la croissance de ces parasites, notamment au niveau extérieur. Vous avez également des conditions qui sont liées à l'économie de ces pays. Donc, ce sont des pays qui sont plus ou moins pauvres, avec des indices de pauvreté très élevés. Et souvent, les populations qui sont les plus touchées, c'est les populations qui sont dans des états de promiscuité assez élevés. Ce qui fait que donc, ces pathologies sont fréquentes dans ces zones-là. Et si vous regardez un peu la carte de la pauvreté au niveau mondial, vous allez aisément voir que l'Afrique fait partie de cette zone. C'est pourquoi donc, dans nos pays, ces pathologies sont très fréquentes et sont rencontrées dans presque tous les pays avec des niveaux de prévalence qui sont parfois très élevés, mais qui sont disparates en fonction des pays, en fonction des stratégies qui sont mises en place. Ces pathologies, donc, le médecin tombe souvent, c'est la diarrhée, et elles peuvent constituer donc des causes de mortalité chez les enfants. Au Sénégal, des études qui ont été effectuées, ainsi que les rapports du ministère de la Santé, notamment donc, des programmes qui ont en charge la lutte contre ces pathologies chez l'enfant. Donc, on montrait que ces pathologies étaient la deuxième cause de mortalité et de morbidité après le paludisme dans le pays. Et ce qui a entraîné la mise en place de stratégies de lutte au niveau mondial et qui ont été appliquées également dans les différents pays, dans le Sénégal et dans d'autres pays. Et ces stratégies ont permis dans certains pays de réduire fortement la prévalence de ces pathologies. Nous allons y revenir tout à l'heure lorsque nous allons aborder le volet prévention. Alors, sur le plan médical, c'est des pathologies qui peuvent entraîner des complications parfois graves, donc ça peut aller jusqu'à la mort. Et dans certains cas, c'est des complications qui peuvent être réglées que par la chirurgie, donc des complications chirurgicales, d'où l'intérêt donc de bien poser les risques très rapidement et de mettre en place un traitement adapté, traitement qui est adapté en fonction des espèces parasitaires. Donc, tout simplement, donc, c'est des espèces qui ne sont pas identiques et la puissance thérapeutique varie en fonction des espèces. Alors, sur le plan préventif, donc, il y a un intérêt parce que tout simplement, on s'est rendu compte que la majeure partie de ces pathologies est liée à un problème particulier qu'on appelle le péril fécal. Le péril fécal, c'est le fait de faire ses besoins dans la nature et ceci permet la dissémination au niveau extérieur de ces pathogènes et avec un risque de contamination élevé, et en particulier donc, chez les enfants. Les enfants donc, qui jouent un rôle important dans la transmission, aussi bien dans le CPU fécal que sur le fait qu'ils sont exposés
du fait de leur façon de jouer, par exemple, sur le sol, sur le sable.